Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Philippe des Hôtels, puis vous écoutez Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 9e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe des Hôtels. Salut Philippe. Salut, Comment ça va? ça va super toi? Ça va très bien, merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'invitation puis de te lancer là-dedans avec moi. Merci à toi, c'est un plaisir. Donc Philippe, tu es un coureur d'ultra depuis quelques années. Tu as fait des gros ultras au Québec, tu as fait Arikana, tu as fait le QMT, tu as fait Bromont 160. Puis depuis peu, cette année, j'ai l'impression que tu as un peu switché de gear puis tu t'es dirigé vers les longues sorties en autonomie, les FKT. Puis je trouvais ça super intéressant comme sujet d'aborder tout ça puis de voir comment tu t'y prépares. Puis c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup cette année, un peu plus, je pense, à cause de toute la quantité de courses qui ont été annulées. Les coureurs, les coureuses d'ultra se sont dirigés vers ces longues sorties-là, autant dans le but de battre des FKT que de simplement se lancer dans la forêt puis de partir en autonomie. Puis quand on s'est parlé un peu avant l'entrevue, je trouve ça super intéressant que tu te sois dirigé vers ça cette année. Puis je pense qu'on va avoir bien du fun à jaser de ça aujourd'hui. Oui, c'est le fun parce que on n'en parle pas tant que ça au Québec. Là, c'est très populaire depuis quelques années aux États-Unis, en Europe, mais ici, il n'y en avait pas beaucoup encore. Fait que je pense que c'est probablement que la vague s'en vient, là, en tout cas, j'ai l'impression. Peut-être que la COVID aura amené ça parce que cet été, il y a eu beaucoup d'élites qui ont participé, qui ont tenté des FKT. Puis je pense que c'est ça qui permet des fois de donner un peu de visibilité à ces choses-là. Puis on s'entend, il ne faut pas être élite pour tenter des FKT ou juste se lancer sur des longs sentiers. Je pense que le FKT est le fun pour la tentative parce que c'est des segments qui existent, qu'on enregistre. Mais je pense que c'est vraiment juste sur se lancer en autonomie qui est un sport un peu différent de l'ultra parce qu'il y a un degré de préparation qui est différent. Puis c'est ça que je vais vouloir qu'on jase parce que moi, j'aime beaucoup me préparer pour un ultra, mais on s'entend que se préparer, c'est les drop bags, c'est les ravitaux, les stratégies de course. Mais là, dans le cas d'une longue run en autonomie, c'est complètement différent. On n'a pas de ravitaux aux 10, 12, 15 km pour faire le plein. Il y a une couple d'aspects à prendre en considération de plus, je pense, qu'on fait en autonomie. Puis c'est ça qui est intéressant, là, de continuer de découvrir, de se gratter la tête, puis de lire plein de trucs pour réussir à le faire finalement en sécurité aussi. Là. Exactement. Fait qu'avant d'aller plus loin, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Philippe? C'est une NA IPA de Lagabière. C'est Faisant ta meilleure. Cool. Moi, de mon côté, j'ai une Oscar de la microbrasserie Noctem à Québec. Donc, cheers à toi. Cheers. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et en plus, tu me disais avant qu'on commence que tu as un verre du QMT, fait qu'on est dans la thématique complète. Oui, exact. J'en ai profité pour sortir mon verre de 2018. Là. Excellent. Ben justement, parlant de course, avant d'embarquer dans les FKT puis dans ton année 2020, parle-moi un peu de toi. Qui est Philippe des Hôtels, autant l'aspect personnel, professionnel que le coureur? Je suis père de 2 enfants, j'ai une merveilleuse amoureuse, j'ai toujours fait du plein air, je suis ostéopathe. Si on s'enligne un petit peu plus sur les courses et pourquoi tout ça, moi, ça a commencé. C'est sûr que j'ai un passé de longue randonnée quand même là, en autonomie. Avant de retourner aux études, j'ai fait quelques voyages pour faire la longue randonnée. Après ça, j'ai fait une dizaine d'années de kayak d'eau vive. Donc, mes activités ont toujours été en nature, si je peux dire. Puis, c'est ça, c'est un peu... la course est venue. J'ai jamais aimé courir, là, parce que je cours pas vite. Au secondaire, j'aimais pas courir parce que j'étais tout le temps trop essoufflé. J'avais des points partout, puis tout le monde courait plus vite que moi. Fait que j'aimais pas la course. Puis c'est venu, en fait, pendant mes études en ostéopathie. À un moment donné, plus d'argent, plus vraiment de temps pour faire des voyages de rando, tout ça. Fait que entre 2 périodes d'études, j'allais courir des 5 km juste pour m'aérer le cerveau puis pouvoir continuer à étudier finalement. Puis quand j'ai commencé à travailler en ostéo chez Spinal à Montréal, j'ai eu la chance de traiter un ultramarathonien.
Sur le coup, je le trouvais complètement cinglé, en fait, de faire ça, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui avait comme une espèce d'intérêt. Puis c'est un peu après ça que j'ai compris, courir en forêt, dans des sentiers, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Et à partir de là, c'est vers la fin là, de mon mémoire. Fait que c'est là que j'ai comme cliqué, que je me suis inscrit à mes premières courses en sentier, là. La première, c'était vraiment, ça tombait, c'était la Grande Virée des Sentiers. C'était un 20 km à peu près là, à Saint-Bruno. C'était tout de suite après la présentation de mon mémoire. Puis j'avais adoré, mais à la fin de l'été, en fait, à l'automne, je m'étais inscrit au X-Trail du Mont Offord. Puis là, c'est vraiment là que, tu sais, j'étais pas bien préparé, là, j'avais pas de plan d'entraînement, rien. Puis c'est vraiment là que je suis tombé amoureux de la course en sentier, dans le sens que, tu sais, je suis sorti de là cassé, là, j'avais eu des crampes, l'alimentation, ça n'avait pas été super, mais j'étais sorti de là avec un high mental qui a duré une semaine. Puis là, j'étais accroché à l'hameçon, là. Je veux dire, le jour après la course, j'étais allé m'acheter le livre de Johan Rock. Je pense que je l'ai lu en 2 jours. Après ça, je suis tombé sur le livre de Patrice Godin. Puis là, c'est là que j'ai compris que, moi, c'est pas la vitesse qui m'intéresse, c'est vraiment les longues. Puis j'ai envie d'être longtemps dans la nature puis de me pousser. Fait que c'est à partir de là que là, j'ai fait plein de recherches, en fait, j'avais décidé à ce moment-là, OK, je veux faire des ultras. Je me suis jamais entraîné dans ma vie. J'ai toujours fait les choses sans m'entraîner. Mais là, je me disais, ouais, ce serait peut-être plus brillant de s'entraîner que de pas s'entraîner pour faire ces choses-là. Fait qu'à partir de là, j'ai lu à peu près tous les livres qui étaient possibles de lire. J'ai recherché dans les articles scientifiques c'est quoi la science finalement en arrière de l'entraînement pour les ultras. Je suppose que ton parcours d'ostéopathe puis ton approche du corps et de la préparation, ça se mixe bien avec l'ultra. Puis de manière, tu dis que tu as lu beaucoup les données scientifiques là-dessus, c'est que tu as une approche qui est à la fois, tu as une passion, tu as une piqûre qui a été donnée par ces livres-là, par cette première expérience de course-là, mais tu as aussi le background scientifique qui te permet peut-être d'aller chercher du data puis de mieux te préparer. Est-ce que tu as un coach dans la vie ou tu y vas vraiment selon au feeling puis selon tes études ou ce que tu lis là-dessus? Bien, j'ai eu la chance, en fait, de connaître Karine Bellil, la Maison de la course, qui est coach. Puis c'est drôle comment c'est arrivé parce que, tu sais, c'était clair dans ma tête, moi, la course, je voulais garder ça, mon espace de liberté. J'avais pas envie de me faire dire quoi faire à chacune de mes sorties d'intervalle. J'avais envie de le décider moi-même. Fait que, tu sais, dans mes lectures, tout ça, je m'étais éduqué pour produire moi-même mon programme d'entraînement, mais je suis allé quand même le faire valider par Karine, qui est en fait là, ma partenaire de course depuis vraiment longtemps. Là. On a fait plusieurs courses ensemble. Puis, tu sais, c'était une façon aussi en s'entraînant, je lisais des trucs. Puis elle a beaucoup d'expérience. Fait que, tu sais, on en jasait. Fait qu'elle me challengeait sur ce que j'avais lu versus son expérience réelle avec des coureurs. Fait que c'est un peu ça qui a tout bâti ce que je connais puis ce que je fais aujourd'hui comme entraînement. Ouais, je pense que c'est une façon de procéder que beaucoup de coureurs, coureuses d'ultra utilisent, d'avoir les connaissances pour bien s'y préparer. Mais je pense que si on fait de l'ultra, si on fait de la course en sentier, il y a un sentiment, en tout cas, on dirait que le bonheur est très important dans l'entraînement, puis il ne faut pas se faire violence en sortant. Fait que si une journée tu files pour être dans le bois au pace, ce qu'on entend souvent le pace du bonheur, ou juste un pace le fun pour avoir du plaisir, on le fait. Puis moi, je suis comme toi un peu, tu sais, j'ai lu beaucoup, j'ai validé des choses dans un passé de plus de coureurs de route, mais maintenant, je vais au feeling, je le sais ce que j'ai besoin de faire en termes de volume, puis j'essaie de faire des intervalles quand je peux, mais je vais au feeling, puis on dirait qu'en s'obligeant pas à faire des choses à un horaire, même mardi, il faut que je fasse absolument ça. Ça fait que je fais plus d'intervalles maintenant que quand j'avais un programme, puis que je savais que le mercredi, c'est ma journée d'intervalle. Puis là, tu te lèves le matin et tu fais « Arc, aujourd'hui, j'aime tellement ça courir, mais aujourd'hui, je vais aller sur une track puis tourner en rond. » Alors que là, naturellement, des fois, je pars puis je fais « Hey, je le filerai intervalle aujourd'hui. » Puis on dirait que cette méthode d'entraînement-là que tu sembles avoir, que moi j'ai aussi, cette approche-là de l'entraînement, permet une liberté, mais on sait qu'on s'en va se pitcher dans des événements de 50, de 100, de 125 km. Fait que, sachant ça, il y a une discipline et une rigueur à avoir, mais on a une liberté à travers ça. Fait que, je pense que c'est un élément un peu qui change la donne pour s'entraîner puis de le faire avec plaisir.
Ouais, vraiment, vraiment. Parce qu'on met tellement d'heures dans ça, on est tellement passionné de ça qu'à un moment donné, si ça devient trop rigide ou si on est obligé d'aller faire des intervalles, là, ça devient moins, à moyen terme, ça devient moins intéressant, puis moins stimulant, moins motivant. Non, puis on le sait que la clé dans notre sport, c'est une des choses, c'est le volume, mais de sortir puis de passer des longues journées, des longues séances sur nos jambes. Fait que aussi bien avoir du plaisir à le faire. Puis si on peut le faire à un rythme, le fun, qui permet de courir longtemps, mais qui est aussi bénéfique, ben faisons-le. Puis ça fait, comme tu dis, qu'on a du plaisir à s'entraîner, puis qu'on ne se sent pas obligé, puis on n'a pas un devoir de le faire. On le fait vraiment juste par plaisir et par bonheur. Nos motivations internes à nous, là, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que parle-moi un peu de ton parcours de coureur. Tu dis que quand tu parlais de ton premier X-Trail, on parle de quelle année par rapport à aujourd'hui? 2016, automne 2016. Puis c'est ça, après, l'année d'après, ça c'est l'automne, c'était la dernière course. Après ça, au printemps, je me suis inscrit au X-Trail du Mont Sutton. Ça n'a pas super bien été. Je m'étais entraîné tout l'hiver, ça n'a pas super bien été. Je suis tombé, je me suis fait un peu mal. Mais après ça, dans ma saison, j'étais censé... En fait, je suis allé au 38 km du Transvalley. Ouais. Ça aussi, ça a été une découverte. Là. C'est un super beau sentier là, que j'ai adoré. Moi, j'aime ça quand c'est technique, c'est difficile, puis qu'il faut un aspect mental de toujours, OK, il faut que je relance, même si je peux courir 10 pas, ben je les cours ces 10 pas-là pour après marcher dans les racines, les roches, tout ça. Ouais, la vallée du Bras-du-Nord, c'est quelque chose côté technicité. Il y a des portions. C'est une des plus belles courses au Québec. J'ai hâte, je reçois dans quelques semaines, je reçois Jean Fortier, qui est le fondateur du Transvalley du QMT. Puis cette course-là est peut-être moins connue maintenant parce qu'il y a des grosses courses comme la Ricana, comme Bromont, comme le QMT. Mais cette course-là, c'est un petit bijou. Puis la vallée du Bras-du-Nord, dans le coin de Québec, c'est extrêmement technique. Puis je pense que c'est un bon baptême pour bien des gens de longue distance. L'aspect Transvalley, tu sais, l'aspect course stage race, là. En étape, oui, vraiment. Puis c'est en tout cas la seule de ce que je connais au Québec. Là, il y a le Gaspésia qui le fait aussi, que tu as des épreuves le vendredi, samedi, dimanche, puis tu peux faire, au lieu de faire le 160, tu peux faire le Gaspésia 100. Mais c'est sûr que Percé, c'est pas à porte. Mais ceux qui ont l'occasion d'aller dans le coin de Percé, c'est vraiment un incontournable. Mais disons, central au Québec, près de Montréal, Québec, je pense que le Transvalley, puis même cette année, il n'était pas en étape. Là, il avait fait seulement le samedi ou seulement le dimanche. Mais vraiment surpris là, parce que je trouve que, en tout cas, moi, je vote pour qu'il continue la formule. Je trouverais ça vraiment... C'était dans le vidéo du Transvalley, il y a quelqu'un qui disait, c'est comme moi, à chaque année, c'est un peu mon pèlerinage là, d'aller là tout le week-end avec des coureurs. Il n'y a pas de douche, c'est juste des toilettes sèches. Il y avait quelque chose de... La communauté se ramassait là, puis on jasait toute la fin de semaine de course. C'était vraiment... c'est un bel événement, puis je pense que Patrice Godin en parlait dans l'épisode à Pas sorti du bois, puis il y a cet aspect-là de petites courses. Le Transvalley avait un peu ce feel-là de petites courses super humbles. C'est pas high profile, c'est pas 1000 coureurs pendant la fin de semaine, c'est tout petit. Puis il y a cette espèce de sens de communauté-là aussi. Je pense que quand tous les participants sont là du vendredi au dimanche, qu'on campe tout le monde au même endroit. Moi, j'ai été bénévole là, l'année passée, puis c'était drôle de voir les gens traverser la ligne d'arrivée, puis bon, il n'y a pas de douche sur le camping, fait qu'on va aller dans la rivière à côté. Puis, vraiment. C'est bon pour la communauté, ce genre de rencontre-là. Déjà, on le sait, notre communauté de trail est très tissée serrée, mais quand c'est pas juste une course une fois, puis que c'est 3 étapes, puis que on campe, puis on prend une bière après la course, ça ajoute à l'expérience, je pense. Puis tu sais, c'est vraiment immergé dans la nature toute la fin de semaine, là, ce qui est un peu en tout cas, ce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui aime des ultras, c'est d'être dans la nature. Fait que ça l'était encore plus, là. Mais c'est ça. Après, j'étais censé aller ça s'appelait avant l'Ultra Trail du Mont Albert. Puis maintenant, en fait, ça a changé. Là, des Chic-Chocs, j'étais censé faire le 42 là-bas, au Mont-Jacques-Cartier. Mais ça tombait qu'on déménageait finalement ici là, à Saint-Hilaire. La course était la fin de semaine du déménagement. Fait que je me voyais pas vraiment laisser ma blonde avec les enfants, les pinceaux puis les boîtes, puis moi aller courir en Gaspésie. Fait que là, ça, j'ai pas pu y aller. Mais je me suis repris, c'est ça, avec le Transvalley. Puis finalement, je m'étais inscrit là, au 65 d'Aricana cette année-là, qui était une super course. Ça m'a pris 10 heures, là, on s'entend. J'étais pas tout à fait prêt, mais
j'ai vécu des sensations, des états mentaux hallucinants pendant cette course-là qui ont ouvert finalement la porte aux ultras puis à continuer de m'entraîner pour l'année suivante, là, l'année 2018 qui était une super année pour moi. Là. Effectivement. Non, puis je pense que le 65 d'Arikana, c'est une belle porte d'entrée aux très longues distances parce que si quelqu'un aspire à faire du 100 km et plus, ben c'est le fun des fois. Moi, c'est ça que j'ai produit un peu comme toi. Tu sais, 2019, j'ai fait le 65, puis cette année, j'ai fait le 125. Ben, ça fait que quand tu arrives au Haut-de-Gorge, oui, tu sais que tu en as plus de la moitié qui te reste, mais tu es un peu en territoire connu. Ouais. Puis c'est une portion qui est un petit peu moins difficile que le premier 60 d'Arikana. Fait que tu arrives avec une espèce de... Là, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais ce qui s'en vient. Tu es plus cassé quand tu commences, mais c'est le fun comme progression de passer d'un à l'autre. Puis c'est ça, quand j'ai vu que tu as fait la même progression, je me suis dit, c'est intéressant. On est plusieurs à le faire comme ça, je pense, à Arikana. Ouais. Fait que 2018, tu as vraiment, tu regardes ton palmarès, tu vraiment, là, t'as poussé dans les longues distances de l'ultra. Parle-moi un peu de cette première saison-là à faire du... Quand tu es rendu dans le 3 chiffres, c'est une autre game. Ouais, j'ai poussé un peu vite, là, en fait, là, mais c'est ça, ça a été un peu de fil en aiguille, là. La première course que j'ai faite dans l'année, c'est la Peak Race au Vermont. C'est un 80, là, c'est un 50 000. Okay. Fait que ça, tu sais, justement, là, j'étais allé avec Karine, puis tu sais, c'était clairement en préparation du QMT. Fait que belle course, vraiment, tu sais, course... Comme Patrice Godin, il disait là, dans ton autre podcast, on met une ligne à terre, on regroupe les 30 participants, on dit go, puis on veut y aller. Là. Fait que c'est vraiment la bonne franquette, c'était le fun. Sinon, après ça, c'est le QMT, super course, super parcours. Tu sais, le départ le matin sur le quai de Petite-Rivière-Saint-François avec le soleil qui se lève. Ça a l'air exceptionnel. Oui, vraiment. Puis l'organisation est débile aussi. Là. Fait que c'est ça, QMT. Après ça, j'ai refait le Transvallée. En fait, c'était drôle, cette année-là, on était inscrit au Transvallée X. Donc, on fait le vendredi soir, on fait le samedi, puis arrive le dimanche. Il y avait comme un petit un doublon dans l'horaire, mais avec une erreur. Fait que là, nous, pour arriver à faire le dimanche, le 37 le dimanche, ouais, c'est ça, le 37. Ouais. On arrive, je me souviens plus à quelle heure, aux autobus, puis là, il n'y a personne. OK, qu'est-ce qui se passe? La personne responsable, OK, vous venez pour quelle distance? Ben, on vient pour le 38. Ben, ils sont partis depuis 20 minutes. Ben, comment ça dans l'horaire? En tout cas, il y avait un doublon dans l'horaire, puis il y avait eu une erreur. Fait qu'on n'a pas pu faire le 38. Moi, cette année-là, j'allais là parce que ce parcours-là, en tout cas, il est réputé. Là, ah oui. Il ouvre une fois par année. Puis, bon, c'est ça, j'ai pas pu le faire. On a fait le 21 finalement. Mais c'était en préparation pour le 125 à Arikana. Puis, c'est ça, Arikana, ça n'a pas été une super journée, je te dirais. J'ai eu mal au ventre, j'ai eu froid pendant toute la journée. Il a neigé en haut des Morios. Ça a été vraiment la première course où j'ai vécu un gros down mental où moi, j'étais prête à tout abandonner puis me faire revenir là, au point de départ puis aller me coucher. Là. J'ai vraiment vécu un gros down mental. Puis c'est Karine qui est rendue au ravito. Ça m'a quasiment obligé de boire un gros café, d'avaler tout un Brix. Puis elle a dit, on n'est pas venu ici là, pour lâcher ça ici, on va le finir. Mais cette année-là, c'est ça, j'ai fini dernier homme là, sur le 125 cette année-là. Puis on était vraiment proche des cut-offs. Là, on s'est battu contre les cut-offs, mais c'était... Je ne voudrais jamais revivre ça, là, dans le sens qu'il fallait sprinter. C'était comme en intervalle, finalement, entre les derniers ravitaux. Puis, tu sais, j'ai clairement dit à un moment donné, j'ai dit, ben là, si je fais une crise cardiaque, tu diras à Annie puis mes enfants que je les aime, là, parce que j'avais peur que mon cœur ne suive pas tellement que, tu sais, on montait la montagne noire, on l'a monté tout en courant la montée. Là, pour rester dans les cut-offs. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était toute une réussite quand on est arrivé à finir finalement dans les temps. Là. Mais c'est ça. Et puis c'est après cette course-là que, en fait, je me suis intéressé un petit peu plus à la portion mentale des ultras, l'entraînement mental. Puis parce que là, c'est ça, le Bromont Ultra s'en venait. Puis je voulais pas revivre ce que j'avais vécu. Puis j'y allais toute seule. Puis là, je me disais, bon, il n'y aura pas personne pour me forcer à boire un café puis avaler un Brix. Puis
de poursuivre. Fait que, en tout cas, c'est ça. Là, c'est à partir de là, j'ai commencé à faire plus d'entraînement mental. Puis j'ai vraiment l'impression, tu sais, après ce que j'ai vécu au Arcana, j'étais vraiment plus sûr d'aller faire le Bromont Ultra, là, le 160. C'est une bonne bouchée de plus entre les deux quand même, hein, en termes de autant de distance. C'est un 35 kg de plus, mais c'est le dénivelé. Bromont, 5000 quelques mètres, c'est quasiment le double d'Arcana. Fait que c'est une bonne bouchée à prendre entre les deux, là. Ouais. Quand tu dis que tu as fait de l'entraînement plus spécifique mental, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as fait comme entraînement en vue de Bromont pour te mieux te préparer mentalement? Ben, tu sais, je suis tombé j'ai été chanceux parce que dans la semaine après Arcana, je suis tombé sur des podcasts d'un psychologue sportif qui disait, bon, OK, vous, les ultramarathoniens, vous êtes prêts à dire que votre sport est vraiment plus mental que physique. Il dit, OK, combien de temps vous passez par semaine à vous entraîner mentalement versus physiquement? Fait que là, ça fait OK pour moi, en tout cas, c'était 0 seconde. Fait que là, je l'ai écouté avec attention et intérêt. Puis, bon, après ça, j'ai gratté là, de l'information un peu partout, mais ce que j'ai fait plus précisément comme entraînement mental, c'est principalement, de prendre conscience dans les entraînements. Tu sais, j'ai pratiqué ça dans les entraînements pour pouvoir l'appliquer dans les courses, mais c'est de prendre conscience de notre dialogue interne. Tu sais, la petite voix qui est tout le temps là en arrière, qui passe des commentaires, qui passe des jugements, etc. Il faut, en tout cas, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est de, être plus connecté à ce dialogue interne-là, puis de l'orienter. On peut l'orienter, ce dialogue-là. Donc, si tu es dans une course, puis là, ça va vraiment pas, tu as mal ou la bouffe passe plus, c'est vraiment de l'orienter. Non, OK, je suis dans les temps encore, de voir tout ce qui va bien, puis de l'orienter vers le positif. Ah, c'est intéressant. Puis je voyais que j'écoutais récemment Anne Champagne dans le podcast Tout Trail qui racontait elle a fait l'Ultra Trace en Guadeloupe, puis c'était son deuxième abandon. Puis c'est ce qu'elle racontait. Elle dit, contrairement à mon premier abandon où je m'étais blessé, là, c'était le mental qui n'était pas là. Puis elle dit, plus jamais je vais laisser le mental prendre le dessus. Ouais. Puis on le sait, tu parlais de ton premier Arcana qui a été un désastre, puis que tu étais prêt à dire à l'équipe, dites à ma blonde et mes enfants que je les aime. Mais je pense que le mental, dans ces creux-là, c'est là qu'il travaille le plus. Quand une course va comme sur des roulettes, le mental, il est plus euphorique puis heureux, puis ça va bien. Mais quand ça va mal, je pense que le mental est bon pour focusser sur ce qui va mal. Tu sais, une petite douleur devient « Ah, je pense que c'est une blessure. Il faut que j'arrête. C'est une blessure parce que si je me blesse, je ne peux pas continuer. » Puis des fois, c'est de faire « OK, arrête. Là. On va prendre 5 minutes, on va prendre 15 minutes, on va s'asseoir puis on va jaser entre toi et moi dans notre tête. Bon, ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent pas les ultras, qui font « Qu'est-ce que vous faites votre dialogue interne? » Écoutez pas cette portion-là, mais entre nous, entre coureurs d'ultra, coureurs ultra, je pense qu'on est tous conscients de ça. Puis c'est intéressant ce que tu dis de travailler à avoir ce dialogue-là, puis à dire oui, les petits commentaires que j'entends qui sont négatifs, tournons-les en positif. Oui. Puis tu sais, en même temps, c'est un peu ça que je recherche. Là. Tu sais, quand ça va mal, là, j'ai compris, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi je fais ça, les ultras? Tu sais, qu'est-ce qui... OK, ouais, je peux dire aux autres, il y a le côté, je peux dire aux autres que j'ai couru un 160 km, le côté un peu... je cherche mes mots. Une fierté, je pense. Oui, c'est ça. L'ego, disons, là, c'est ça que je cherche. Oui, puis on se sent un peu, on le fait pour le plaisir, puis peu importe le temps que ça peut prendre. Si tu disais que tu as fait Arcana dans les cut-offs serrés, mais ça reste qu'il n'y a pas grand monde qui peuvent dire qu'ils font des 10 km, des marathons, mais le pourcentage de la population qui a complété une course de 100 quelques kilomètres, c'est peu. Puis je pense qu'il y a une espèce de sentiment de super-héros, peu importe le temps, mais tu te dis, faut que je vais à la limite. Je flirte avec la limite, le point où ça brise, puis j'ai passé par-dessus, puis quand tu traverses la ligne d'arrivée, peu importe la distance, mais je pense dans les ultras encore plus vrai, c'est que ça représente aussi tout l'entraînement qui va. Tu sais, le sentiment de fierté, c'est pas juste je viens de faire 125 km puis je suis fier, c'est ça fait 1 an, je pense, à ce cours-là, puis je m'entraîne, puis que quand je sors pas avec mes amis le vendredi soir, puis quand le samedi matin, je me lève à 4 heures pour aller courir, c'est comme cette ligne d'arrivée-là, elle représente tout ça. Je pense que c'est ça qui permet de se sentir fier aussi, qui contribue à la fierté qu'on a quand on traverse la ligne d'arrivée. Hein. Oui, puis aussi, moi, ce que je me suis rendu compte, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais aussi, je me suis rendu compte que moi, je cours les ultras parce que
je me sers de ça comme un outil d'auto-exploration, dans le sens que c'est quand ça va mal que ça l'ouvre des portes que je me serais jamais imaginé, puis que je découvre des trucs sur moi ou que je comprends des nouvelles perspectives de la vie, puis ça, c'est applicable ailleurs. Donc, en même temps, c'est un peu ça que je cherche, mais il faut savoir le gérer quand ça arrive par l'entraînement mental, des trucs, parce que sinon, ben, si tu tires la plug, ben, t'arriveras. En tout cas, moi, j'arriverai pas à mes fins. Mais non, c'est ça. Ouais. Sinon, tu sais, pour revenir un peu à ce que moi j'appelle les outils là, mentaux, finalement, là, bon, tu sais, on a parlé du dialogue interne, mais il y a aussi le fait de visualiser, en fait, en pré-course, pendant les entraînements, que ce soit la visualisation positive, pré-course, de tout ce qu'on peut s'imaginer, de se voir traverser la ligne d'arrivée, ou que ça va bien, ou que tout l'aspect alimentaire va bien, etc. Mais aussi visualiser quand ça commence à mal aller dans la course, ben, de faire la visualisation, OK, ma famille m'attend à la ligne d'arrivée, puis se dissocier aussi. Tu sais, il y a tout l'aspect association, dissociation. Tu sais, quand on court et que ça va mal, ben c'est un peu comme on regarde le tableau de bord. OK, comment va l'alimentation? Comment va le pêche? Je suis rendu où? Par rapport au cut-off ou peu importe, ma douleur que j'ai à mon pied, est-ce que c'est tolérable ou pas? Tu sais, à un moment donné, quand tout va mal puis qu'on sait qu'on n'a pas de blessure importante, qu'on ne doit pas arrêter, tu sais, que c'est pas obligatoire parce qu'on va s'user trop rapidement ou qu'on va vraiment payer le prix plus tard, ben il faut se dissocier. Dans le sens que arrêter de regarder le tableau de bord, c'est là qu'on peut écouter de la musique si on a le droit dans la course, c'est là qu'on peut penser au paysage, à des événements heureux dans notre vie, mais se dissocier du moment présent est un truc qui m'a servi là, au Bromont Ultra. Puis aussi le sourire. Il y a pas mal de recherches en fait qui ont été faites. Là, puis en fait, juste de se mettre un sourire dans le visage là, augmente les performances sportives là, par la diminution de la perception de l'effort. Là. Mais, c'est comme un message que tu envoies aussi à ta tête. Tu peux pas juste sourire fake. On peut le sourire fake pendant 2 secondes, le temps d'une photo, mais je pense que quand tu te forces, comme tu dis, à sourire, ben il y a quelque chose, il y a un message qui s'en va au cerveau. Puis je ne sais pas si tu as lu le même livre que moi, mais j'ai lu le livre de Hal Corner, qui est un double champion de Western States, qui a gagné Hard Rock, c'est un coureur. Puis il est connu pour ça. Il est connu comme étant, lui, là, peu importe la course, au ravito, il arrive gros sourire. Puis c'est comme sa marque de commerce à ce coureur-là. Puis lui, il l'explique en disant, oui, j'aime ça remercier les bénévoles, j'aime ça voir ma famille quand j'arrive à un ravito, mais il dit, mettre le sourire dans la face, ça envoie des messages positifs à ton cerveau. Ça permet de sortir des plus grands creux. Oui. C'est pas mal ça les trucs que j'ai utilisés, mais que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fonctionné parce que j'ai pas eu de gros creux. Ben, il y a des bouts qui ont vraiment pas bien été, là, puis j'ai été chanceux de pouvoir le finir parce que c'est au Bromont Ultra que j'ai appris qu'il faut pas faire confiance aux prévisions météo quand on fait nos drop bags. Là. Mais c'est ça, j'ai pas eu de dents mentales comme j'en avais eu à Arcana. OK. Puis tu as complété Bromont quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard même. C'est ça a même rapproché. Arcana en 32 heures, j'étais vraiment content puis j'étais pas le dernier. Là. Ça fait du bien à l'ego aussi. Ben oui, c'est clair. Puis ensuite, je vois qu'après, tu as repris ta revanche à Aricana. Tu es retourné à Charlevoix l'année suivante. Oui, ben c'est ça. L'année passée, donc, c'est ça. J'ai eu mon premier DNF en début de saison au Gaspésia 100. Puis ça m'a appris beaucoup. Puis sinon, c'est ça, en fin de saison, bon, je suis retourné pour pouvoir faire le Transvalley X, finalement, qu'on a réussi à faire. Puis je suis retourné à Arcana. Puis c'est ça, j'ai réussi à retrancher 1 heure quand même là, sur mon temps de l'année d'avant. Fait que ça a bien été. Là, une course qui s'était mieux passée que l'année précédente. Oui. Puis quand tu parlais du Gaspésia, que tu as beaucoup appris là-dedans, on entend souvent ça que les DNF. Mais en fait, je pense qu'en général, on apprend plus sur nous, sur notre façon de gérer les creux. Tu sais, une journée que tout va bien, là, autant en entraînement qu'en course, quand c'est une journée idéale, c'est le fun pour l'ego, c'est le fun pour la confiance pour la suite de la saison. Mais c'est pas là qu'on apprend le plus. C'est quand ça va mal, c'est quand shit hit the fan que là, c'est là qu'on apprend. Puis là, tu parlais de ton premier DNF en Gaspésie, qui est une course qui est brutale. Là. Tu sais, je pense que le Gaspésia, j'ai pas les stats, mais en parlant avec les gens, je pense que c'est une des courses qui a le plus gros taux d'abandon sur le 100 mètres. Là. Il y a une année que Thomas Duhamel a remporté, a été le seul finisher, faut le dire. Puis même l'année 2019, moi, j'étais là aussi en Gaspésie, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'abandon. Moi, je faisais le crew pour un ami qui est comme toi, a dû abandonner en cours de route.
Comment tu as appris dans ce DNF-là en Gaspésie? Ben, ça a été... autant j'avais bien géré l'aspect mental au Bruno Ultra, je pense que je l'ai moins bien géré au Gaspésia 100. Pour faire une histoire courte, en fait, là, je faisais cette course-là avec Karine. Puis à cette course-là, ça a moins bien été au niveau alimentaire de son côté. Puis, bon, elle a dû abandonner tout ça, mais je l'avais attendu un petit peu à certains ravitaux et tout ça. Quand tu pars avec quelqu'un, souvent, ben, c'est qu'on suit jusqu'à la fin de la course, puis c'est correct de même. Là. Il y en a qui ont des bons moments dans la course, pendant que l'autre, ça va moins bien, puis... ça être comme ça l'un l'autre. Tout de suite, là. Donc là, quand je suis arrivé au ravitaillement, après le 2/3 du parcours, là, je voyais les cut-offs arriver, en fait, un peu trop. Puis, tu sais, j'avais Arcana qui est revenu vraiment en tête. Puis moi, ça faisait peut-être 20 km que là, la nourriture, le sucre rentrait plus. Fait que moi, je m'attendais au ravito. Là, je rêvais d'un hamburger, je rêvais de protéines. Puis, je suis arrivé là, puis en fait, il n'y avait rien qui me tentait quand je suis arrivé à ce ravitaillement-là. Fait que là, c'est vraiment là que j'ai appris, bon, OK, la prochaine fois, dans mon drop bag, il va y avoir toutes les possibilités de ce que je pourrais nécessiter pour pouvoir continuer la course. Mais c'est ça, fait que je suis arrivé là, ça m'a comme rentré dedans un peu. Puis, les cut-offs, c'est ça, c'était serré. Puis le mental est rentré. J'ai pas utilisé les trucs que je m'étais entraîné pour. J'ai décidé de tirer la plug. Puis, tu sais, il me restait vraiment à travers la gorge pendant une semaine avant que je comprenne que, tu sais, moi, je fais ça au pire pour me retrouver au milieu de la trail, à genoux, en train de brailler. Mais pas pour arrêter à un ravitaillement, là. Ouais. Ça, dans ma tête, c'est clair que ça n'arrivera plus. Là. À moins que je sois blessé ou qu'il y ait une raison X, Y, Z qu'il faut que j'arrête. J'arrêterai plus parce que les quotas sont trop proches ou il n'y a pas ce que je veux de bouffe. Ben ouais, mais peut-être que dans une heure, le sucre va se remettre à rentrer. On ne sait pour quelle raison. Puis, fait que voilà. C'est un peu ce que j'ai appris à cette course-là. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de coureurs à qui on parle, qu'on entend dans des balados, peu importe. Puis ça prend ce premier DNF-là mental ou l'apprendre en t'écoutant parler, puis en écoutant des coureurs parler, puis de faire « Ah, shit, ouais, t'as raison. » Tu sais, des fois, la bonne raison d'arrêter, c'est une blessure. Mais si c'est que le mental, on sait que ça revient. Puis pour l'avoir fait, tu as fait des longues courses. Ouais. C'est très up and down. C'est une montagne russe d'émotions. Puis il y a des moments où après 20 heures de course, ça avance plus. Puis après 24 heures de course, il y a une espèce de regain d'énergie qui arrive. Fait que, mais c'est ça. Je pense qu'il y a un moment où la tête décide que c'est fini. Puis c'est difficile de ramener ça. Là. Faut pas s'écouter dans ce temps-là. C'est ça. Puis je pense que le Gaspésia, c'est une course qui est difficile aussi mentalement. C'est une course qui est très brutale. Elle est tôt dans l'année, fait qu'il y a encore beaucoup de bouettes, il y a des portions d'effort qui restent de la neige. Puis c'est un aller-retour aller. La course, il y a 53-54 km au Gaspésia, puis c'est 3 fois ça. 2 fois dans un sens, 1 fois dans l'autre sens. Fait que ça aussi, je pense, de repasser toujours au même endroit versus un parcours linéaire, versus une grande boucle, ben il y a ce degré de difficulté-là qui est mental de repasser au même endroit 20 heures plus tard. Hein. Oui, puis je pense que tu en avais jasé dans un autre de tes podcasts. Sur papier, il n'y a vraiment pas de l'air si pire que ça. Puis tu sais, le début, il est vraiment roulant. Là. Fait que je pense que j'étais parti trop rapide aussi. Puis là, arrive le dénivelé qui avait vraiment de l'air pas si pire que ça sur la carte. Mais c'est ça, il est brutal. Puis je m'étais peut-être pas gardé assez de jus. Il y a quelque chose de spécial qui se passe à Percé, Jean-François Tappe. Il y a vraiment un bel événement. Puis tout le monde qui vit ça autant pour l'aspect communauté, parce que c'est un beau trip de fin de semaine d'aller à Percé. Puis il y a un sentiment très fort, un peu comme tu parlais tantôt par rapport au Transvallée. Je pense qu'il y a ça qui se passe à Percé en Gaspésie pendant le Gaspésia. Mais c'est un parcours, comme tu dis, comme j'avais jasé, je me rappelle plus avec qui, que sur papier, il n'est pas si pire, mais des fois, sur papier, ça ne veut rien dire. Parce que c'est technique, c'est boiteux, c'est un aller-retour aller. Tu sais, c'est sur le mental, il y a un degré de difficulté qui se calcule pas en mètres, puis en kilomètres, puis en D+, puis en D-. C'est un aspect, faut que tu sois les deux mains dedans, les 2 pieds dedans pour voir ce degré de difficulté-là.
Vraiment. Puis tu sais, quand tu parles de sentiment de communauté, de trail, là, je sais pas si tu étais à l'église quand il a fait son speech de pré-course la veille, tu sais, puis la mairesse était là. J'ai pas vu autant de monde dans l'église depuis je sais pas quelle année, là, mais tu sais, l'église était pleine de coureurs, là, c'était le fun, ça. Quelque chose de le fun aussi, c'est moi j'étais là parce que j'étais pour un crew, j'avais fait la course du vendredi, là, le 10-12 km, pour le fun d'être là, mais après ça, on est allé à l'église avec mon ami qui faisait la course, puis c'est spécial de dire on vient comme communier avant d'aller se lancer dans l'incendie. Il y a quelque chose de, tu sais, on a toute une éducation catholique au Québec, qu'on soit pratiquant ou pas, puis là, t'as le côté, là, je m'en vais m'embarquer dans une des courses les plus difficiles au Québec, au Canada, puis je m'en vais à l'église la veille. Il y a quelque chose de, je sais pas si c'est sado, Culturellement. Culturellement, il y a comme un moment, OK, on va aller prier avant la course parce qu'on sait que ça va mettre une toffe. Mais ça a été annulé cette année malheureusement, mais j'ai bien hâte de retourner à Percé l'an prochain. Toi, est-ce que c'est dans les plans de retourner prendre ta revanche sur ce parcours-là? En fait, moi, j'étais inscrit au 241 en autonomie. Là. Ouais, c'était ma course de cette année, là, officielle. C'était la seule. Mais c'est ça, ça a été annulé. Ça a été la première édition. Si je ne me trompe pas, tu pars de Gaspé puis tu finis à Percé. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Une longue course. Il restait des détails. Là, on n'avait pas encore vu le tracé exact de la course, là, mais ça avait l'air très difficile parce que cut-off serré. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est aussi, c'est pas balisé. Je veux dire, le 160, le 100 ou le 50, c'est le même parcours. Fait que, au final, l'équipe a balisé 50 km. Fait que c'est pas si pire, même si c'est un 100 mètres là-dedans. Tandis que là, ce que j'avais lu, c'est que c'était vraiment plus en mode autonomie, pas de ravito, puis le balisage n'est pas t'as pas un flag aux 30 pieds. Là. Il n'y a pas de flag. Il n'y a juste pas de flag du tout, OK. Oui, il fallait avoir un GPS, puis le tracé GPS. La fin, c'était le 54 km. Là, c'est ça, tu termines avec... La fin que là, on aurait pu déploguer un peu la tête, puis y aller un peu... suivre les flags, finalement. Ben oui, c'est ça. Fait que toi, tu t'enlignais sur cette épreuve-là de 240 km. Fait que finalement, ça, c'est remis à l'an prochain. Puis toi, cette année, ça me permet de faire une petite transition vers le core de notre sujet, de ce qu'on voulait jaser. Tu t'es beaucoup amusé avec les FKT cette année. Puis pour ça, parce que j'en ai parlé avec Guillaume Barry, j'en ai parlé avec Elliott Cardin, avec Jeff Cochon de FKT. Puis il y a des gens qui m'ont écrit « C'est quoi FKT? Je comprends pas. » C'est Fastest Known Time. Puis, parle-moi un peu du principe, avant qu'on entre dans ton été 2020, les projets que tu as faits. Parle-moi du principe de FKT puis ce qui t'a attiré vers ça cette année. Ben, moi, c'est ça. C'était déjà mon champ d'intérêt depuis plus d'1 an. Moi, je voulais aller vers des plus longues distances comme le Tour des Géants ou le Lac Tahoe, le 200 000 aux États-Unis. Mais point de vue monétaire, disons que ça cadrait moins bien là, en ce moment dans ma vie. Là, c'est quand même des voyages qui coûtent assez cher. Fait que là, je cherchais le moyen de faire des plus longues distances au Québec. Puis à ce moment-là, en fait, le Gaspésia 100 offrait pas le 241. Fait que là, j'avais décidé de faire des courses en autonomie. Puis c'est là qu'est venue la découverte du site Internet, en fait, de FKT. Puis là, je me suis mis à lire un peu leur guideline. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, c'est FKT. Qui est mis de l'avant. Ces deux gars, en fait, c'est Peter Balken puis Buzz Burrell, qui est manager, je pense, chez Ultimate Direction, qui ont parti ça au début des années 2000. En fait, quand eux, ils ont fait un des sentiers les plus connus, là, c'est la John Muir Trail aux États-Unis. Puis, ils trouvaient nulle part, en fait, qui l'avait fait. Le record. Oui, c'est ça. Fait que c'est à partir de là que ça a commencé. C'est un site Internet qui est assez intéressant, assez complet, dans le sens qu'on arrive sur le site, puis si on regarde les routes, les différents parcours, ben c'est une carte mondiale avec tous des petits points rouges dans tel pays. Si tu cliques sur ce petit point rouge-là, ben tu as tel tracé. Puis, il y a toutes les lignes directrices, si tu veux. Fait que là, moi, je voyais ça. OK, FKT, j'avais déjà entendu parler. Puis, c'est ça, je suis pas un coureur rapide. Fait que, tu sais, les FKT, tu sais. Là, OK. Ben, je vois qu'il y a différents styles. Mm-hmm. Il y a ceux qui font des FKT qui sont supportés par une équipe de soutien ou qui a même un pacer. Il y a ceux qui le font auto-supportés, qui vont se porter des drop bags le long, finalement, du parcours. Puis il y a le sans support. Donc là, c'est intéressant.
il faut que tu traînes tout ce que tu as à traîner finalement pour toute ta course. La seule chose que tu as le droit de prendre, c'est de l'eau dans les cours d'eau finalement pour te ravitailler en eau. À partir de là, OK, ben il n'y a pas juste le fait de faire des parcours qui sont déjà existants, mais c'est le fait tu peux créer des parcours, en parenthèse, là, en prenant une série de sentiers ou un sentier qui est déjà connu. Puis le but, ben, c'est de le faire le plus vite possible dans un de ces 3 styles-là, finalement. S'il y a déjà quelqu'un qui le fait dans un de ces 3 styles-là, ben si tu veux que ton nom apparaisse sur le site, ben il faut être plus rapide. Il n'y a pas le numéro 1, 2, 3. Là. OK, ça, je ne le savais pas. Fait que sur leur site, quand tu vois un coureur qui est 8e au FKT, c'est qu'il a déjà été premier, puis depuis, il a été battu. Fait que pour arriver sur le site, pour que ton nom soit là, faut que tu aies battu le temps, dans le fond. Exact, c'est ça. OK, c'est intéressant. Il y a des petites nuances. Si, tu sais, mettons, tu le fais sans support, tu sais, c'est séparé par catégorie. Dans le sens que si tu le fais sans support, mais que la personne qui le fait, mettons, il n'y a jamais personne qui l'a fait sans support, le tracé X. Puis qu'il y avait quelqu'un qui l'a fait super vite, mais avec un crew, une équipe de support, mais toi, tu peux décider, non, moi, je le fais sans support, puis même si tu es moins vite que lui, tu peux apparaître sur le site parce que c'est toi le premier qui le fait de ce style-là. On s'entend que ces deux sont même différents parce que quand on a vu, tu sais, comme Mathieu Blanchard cet été qui a battu le FKT sur le GR A1 en Gaspésie, il y avait une équipe qui le suivait parce que c'est un FKT de plusieurs jours, puis tu sais, le concept, on l'a vu dans des documentaires, notamment avec Carl Melzer aux États-Unis qui a battu le record à l'époque sur l'Appalachian Trail, qui est un long sentier aux États-Unis sur la côte Est, qui les bons hikers le font en 3 ou 4 mois. Puis à l'époque, Carl Melzer avait battu le record de Scott Jurek en le faisant en 44-45 jours. Je n'ai pas les données exactes, mais c'est en course, mais c'est supporté. Puis après ça, ben, tu as l'aspect unsupported qui est vraiment intéressant sur le site parce que tu sais que c'est quasiment 2 sports, je n'allais pas dire 2 sports différents, mais c'est 2 expériences complètement différentes de le faire avec une équipe, une van qui te suit, qui est très impressionnant. J'enlève rien à ça. Puis le unsupported, ben, c'est un autre niveau. C'est que tu dis, je pars avec mon gear puis je peux pas me ravitailler nulle part. Comme tu dis, à part de l'eau. Oui. Puis c'est là où c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin d'être un élite pour faire ça. Puis si tu as envie de créer des sentiers, ben c'est possible aussi. Fait que, moi, j'avais déjà prévu tout ça. J'avais des longues distances. En fait, j'avais des 200 que je voulais faire cet été, là, mais avec la pandémie, tout ça, j'ai changé mes plans. Mais il y a plein de possibilités. C'est comme une porte qui ouvre à plein de possibilités avec 3 styles différents. Fait que c'est vraiment passionnant. Tu peux enregistrer des segments. Parce qu'il y en a déjà quelques-uns au Québec, mais comment ça marche pour enregistrer un segment officiel sur le site FKT? C'est super simple, dans le sens que s'il n'existe pas, premièrement, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas juste un segment, parce que les gens connaissent beaucoup Strava, puis les segments Strava. Je regardais avec Strava, souvent, il va y avoir une partie, mettons, OK, la montée de tel endroit à tel kilomètre sur le parcours du QMT, par exemple, sur le Sentier des Caps. Là, en fait, dans leur philosophie, c'est que les parcours, il faut quand même qu'il y ait un certain intérêt ou une certaine unité ou une esthétique ou un intérêt historique, topographique, etc. Dans le sens que eux, ils font ça pour que, si, exemple, un Japonais qui vient en voyage pour le travail au Québec, puis qui fait des FKT chez eux, ben là, il peut regarder la carte et dire il y a tel trajet. C'est un bucket list, finalement. Fait qu'il faut qu'il y ait un certain intérêt. Puis pour créer le parcours, pour l'enregistrer si on veut, on peut soit juste avec des applications comme Gaia GPS ou CalTopo, qui en fait, c'est des applications topographiques. On peut créer un sentier directement sur notre ordinateur, si tu veux, là, un parcours. Mais souvent, ça, c'est moins précis que d'aller vraiment le faire sur le terrain. Donc aujourd'hui, avec les cellulaires, avec nos montres GPS, c'est assez facile d'enregistrer un parcours puis de leur envoyer finalement en format GPX. Mais ce qui demande
de plus en plus. Puis dès qu'on fait ça un peu plus sans support, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un InReach, là, le InReach de Garmin, là, le mini. Ben, c'est comme une double validation, si on veut, du parcours que les gens font, là. Fait que on leur envoie, en fait, quand on va sur leur site, il y a Add, donc ajouter un parcours, puis là, on fait juste remplir les champs, on vient rajouter nos données qu'on a enregistrées avec notre montre ou le GPS. On fait la description du parcours en expliquant un peu c'est quoi le parcours, mais aussi l'intérêt qu'il peut y avoir, la description. Puis habituellement, là, c'est en moins de 24 heures, le parcours est accepté ou refusé, puis il est ajouté. Puis là, ben, quand tu es celui qui crée entre parenthèses ou qui enregistre le parcours, que tu l'as fait, ben automatiquement, c'est toi le premier qui a été, même si tu n'es pas rapide. Non, ben, en même temps, comme tu dis, c'est à la longueur de ces courses-là. Oui, les coureurs élites, on les a vus, comme je parlais de Mathieu Blanchard, il y a Elias Cardin qui avait tenté un FKT aussi dans les Chic Chocs, ou aux États-Unis cet été, je voyais Mike Wardian, qui est un coureur de haut niveau qui a déjà fait 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Le gars, il a un profil de fou. On a fait plein parce que justement, il n'y avait pas de course, mais il y a aussi cet attrait-là de dire unsupported, en genre de fast packing, auto-supporté. Mais après ça, oui, le fait d'être un coureur élite, ça peut être un avantage parce que tu as des compétences physiques plus fortes, mais ça demeure qu'il y a tellement d'autres facteurs qui est l'organisation, la logistique de tout ça. Puis, on l'a vu, justement, je parlais de la Appalachian Trail. Après des années, est-ce que les élites américains comme des Carl Melzer et des Scott Jurek se sont échangés le record de l'Appalachian Trail en quelques heures? Il y a un gars de la Belgique, je pense, c'est Karel Sabé qui est arrivé, qui a fracassé le record. Puis c'est un gars que personne n'a vu venir parce que il n'avait pas gagné d'UTMB puis de Western State, mais le gars, il a gagné la semaine passée le Big Dog Backyard Ultra. Ah ouais, hein? OK. Il a gagné, il a fait 508 km en 3 jours. Maintenant, il se positionne comme étant un grand coureur d'ultra, mais quand il est arrivé, c'était un gars qui avait une expérience de fast packing, de long hike, puis ça a donné qu'il a réussi à courir l'Appalachian Trail en 41 jours. Puis, un nom qui arrive de nulle part, qui bat le record de des Carl Melzer. C'est ce qui est intéressant aussi de l'aspect FKT, c'est que c'est pas nécessairement que des coureurs d'ultra qui performent sur 100 miles qui peuvent performer là-dedans. C'est qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu sur des longs parcours. Ah oui. Fait que ton été cette année, avec l'annulation en Gaspésie, tu t'es tourné vers ça, puis tu t'es amusé avec ça. Je voyais qu'en juin, juillet, tu as fait plusieurs FKT au Québec. Parle-moi un peu de ces projets-là. Ben c'est ça, moi, personnellement, mon intérêt, c'est beaucoup de documenter, d'essayer de voir les parcours d'intérêt au Québec. Puis tout l'hiver, je regardais, qu'est-ce qui est possible de faire dans les sentiers, parce que les sentiers de l'Estrie, ça a été le premier que j'ai fait. Puis, tu sais, quand on regarde sur le site Internet des Sentiers de l'Estrie, ben ils ont un beau, je sais plus c'est 100 combien de kilomètres, d'une belle ligne rouge dans les montagnes qui est en fait la suite de la Long Trail au Vermont. Fait que ça fait plein de sens, en tout cas, du moins pour moi, puis, tu sais, la randonnée. Mais quand on regarde un peu plus près, en fait, il y a plein de sections des Sentiers de l'Estrie qu'on ne peut plus passer parce que c'est des terrains privés puis les nouveaux propriétaires enlèvent les droits de passage. Puis là, je me grattais la tête, tout ça. Finalement, je tombe sur une carte topographique de cette région-là en regardant sur Gaia GPS, puis je vois les monts Sutton. Comment ça, les monts Sutton? Je connais le mont Sutton. Ah ouais. Le mont Sutton. Puis en fait, les monts Sutton, c'est une série de montagnes. Donc là, ça a comme donné la ligne directrice d'un segment qui, pour l'instant, on peut faire parce qu'on n'a pas, tu sais, il n'y a pas des terrains privés ou des propriétaires qui ont enlevé le droit de passage. Fait que ça a été un peu la ligne directrice de mon premier, finalement, là. Puis, c'est ça, pour moi, c'est important que ça ait une espèce de sens, puis soit d'esthétisme ou d'unité. Ouais. Puis, c'est ça. Là, avec la famille, le travail, tout ça, j'en ai plusieurs sur ma liste, puis quand il y a une opportunité qui se présente, ben OK, c'est celui-là. Puis, mais tu sais,
c'est ça. Lui, ça paraît pas, mais tu sais, quand on décide de faire ça tout seul, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, là, dans le sens que si je vais tout seul au Mont Sutton, je pars, puis je finis, ben, il faut quand même que je me transporte jusqu'à mon auto. Il y a plein c'est pas une boucle, c'est un point A à un point B, mais... C'est pas partout qu'on a l'opportunité. C'est sûr que c'est le fun de faire une boucle, là, mais c'est pas partout qu'on a l'opportunité. Puis de le faire aller-retour, des fois, c'est peut-être moins intéressant. Donc, ça a été mon premier. C'était drôle parce que moi, je fais ça, entre autres, pour... j'aime ça courir avec quelqu'un, avec d'autres mondes, mais j'aime ça aussi courir seul. Puis des fois, tu sais, dans les courses comme Arcana, sur un single track, t'es pris avec plein de monde, ça jase de leur week-end, puis toi, t'as juste envie d'être dans ta tête. C'est bien correct de jaser de notre week-end, mais des fois, tu sais, j'ai envie d'être tout seul puis vivre cette expérience-là. Fait que c'est un peu pour ça que j'allais voir ça. Fait que là, Sutton, c'était mon premier. Je monte le Mont Sutton. Là, on redescend un petit peu pour arriver dans les sentiers de l'Estrie. Puis là, je croise une gang qui était en train de faire le même parcours que moi, qui était presque la même vitesse que moi. Fait que je me retrouvais vraiment pratiquement dans le même setup d'une course. Je me sentais vraiment dans une course là, avec plein de monde. Fait que j'ai pas été toute seule pantoute dans cette course-là. Mais c'est ça, il était super sympathique, là. Puis, mais... C'est ça. C'était juste l'ironie du sort là, de me retrouver à travers plein de monde quand je voulais tout seul. Tu te lances dans une aventure avec un peu l'objectif de te retrouver seul, puis tu te ramasses exactement en beat de course. Oui, exact. Ouais, c'était vraiment drôle. Mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. La technicité du sentier m'a surpris. OK. Puis c'est ça, tout l'aspect orientation, de sortir, parce que souvent, moi, je vais partir avec une carte physique, là, une carte topographique du sentier, puis avec l'application Gaia GPS dans mon cellulaire, que ça peut me pointer exactement sur une carte que j'ai préalablement downloadée dans mon cellulaire. Donc, ça ralentit beaucoup, en fait, de se poser des questions sur est-ce que je prends le sentier à droite ou à gauche. Même si j'avais beaucoup mémorisé mes parcours préalablement, rendu sur le terrain, avec la fatigue, tout ça, c'est ça ralentit quand même la progression plus que je pensais de devoir s'orienter. Là. OK. C'était comme un défi supplémentaire parce que, comme tu dis, dans une course, il y a le balisage qui nous facilite. Même quand le balisage n'est pas serré d'un point à l'autre, ça reste qu'on peut faire confiance. Puis normalement, les courses, quand il y a un Y, puis tu ne sais pas si tu vas à droite ou à gauche, tu as les indications. Les courses le prévoient comme ça. Là, tu as bien beau le mémoriser, mais là, c'est un parcours, on parle de 38 km. Je veux dire, tu ne peux pas mémoriser chaque embranchement. OK, la première fois, je prends à gauche, la deuxième fois, je prends à droite. Fait il y a cet aspect-là d'aller un peu dans l'inconnu puis de devoir te démêler dans le sentier aussi. Hein. Exact. Ouais. Fait qu'ensuite, tu as enligné ça avec le sentier des Caps à Charlevoix. Oui, c'est ça. Ça, c'est un sentier que ça faisait longtemps que je regardais, puis que je comprenais pas comment ça qu'il n'y ait pas déjà de FKT dessus, finalement, officialisé, en parenthèse. Oui, parce que c'est un sentier qui est très connu au Québec. Tu es en route vers Charlevoix, puis il l'annonce Sentier des Caps à droite, Sentier des Caps. C'est quelque chose qui est connu, contrairement aux autres sentiers. Clairement, c'est sûr qu'il y a plein de coureurs plus rapides que moi qui l'ont déjà fait, mais c'est juste pas été enregistré, officialisé. Fait que ça, c'est un parcours que j'ai fait avec Karine. On l'a fait en équipe, là, puis ça, c'était juste super le fun aussi. C'est deux expériences complètement différentes, le faire seul, le faire en équipe. Puis ça, c'est un autre des aspects sur le site de FKT. Ben, c'est possible de le faire seul, c'est possible de le faire en équipe aussi. Puis déjà, il y a du monde il y a 2 autres personnes qui l'ont fait là, jusqu'à maintenant là, sur le site FKT. Là, puis une autre personne aussi qui est allée faire la traversée des monts Sutton. J'ai vu que Sutton, ton FKT en unsupported a été battu par Mathieu Huppé. Mais je voyais que sur ton sentier des Caps en unsupported, t'es encore le seul. Oui, mais ça ne serait tardé, je pense. Ouais.
Okay. Sur le Sentier des Caps ou sur... Oui, j'ai voyé hier quand j'ai fait mes petites recherches que sur le Sentier des Caps, il y a des gens qui l'ont fait qui l'ont qualifié supporté. Okay. Après ça, ça m'amène aussi cette question-là. Comment tu fais pour le prouver après ça? Ben, le prouver. Comment tu fais pour enregistrer en disant je l'ai fait unsupported versus je m'étais mis 2-3 drop bags. On peut le faire, là, on s'entend. Aller en montant vers le début du sentier, tu peux, à mi-parcours, te laisser un sac caché dans les buissons. Comment tu fais pour prouver ce unsupported-là? Il n'y a aucune façon. Je pense que c'est la confiance. De l'honnêteté intellectuelle, dans le sens que je ne me verrais pas mentir. Je fais ça pour creuser un peu plus creux dans ma tête, dans mon esprit. Il y aurait, en tout cas, pour ma part, il n'y a aucun intérêt. Si je le fais, puis je suis supporté. Puis si je ne le suis pas, je ne le suis pas. Puis, puis je pense que notre sport, la communauté, les gens sont tous là pour les bonnes raisons, disons, les raisons de se retrouver dans le bois, puis comme tu dis, de se dépasser. Fait que pourquoi quelqu'un voudrait donc rentrer son record puis dire je l'ai fait unsupported, mais dans le fond, j'avais 4 drop back, ben au pire, tu es le seul à mentir à toi-même, c'est ton problème. Comme dans certaines courses, c'est facile quand tu connais le parcours. Tu sais, Arikana, quelqu'un qui décide qu'après la Montagne Noire, il descend direct. Là. Tu sais, on sait que la track, après la Montagne Noire, tu peux descendre dans le chemin de 4 roues, puis à un moment donné, on bifurque, mais il y a des années où il y a des gens qui sont passés tout droit, puis ça, c'est ton problème. Tu sais, à part si t'es pour le top 3 puis le podium, le reste du monde, ils n'iront pas vérifier ton segment sur Strava, mais ça vaut-tu la peine de le faire? Tu fais-tu le 125 pour faire 122 km ou tu le fais pour faire 125 km? Tu sais? 100% d'accord. Une part d'honnêteté dans tout ça. Oui. Tu vois, je me souviens plus de son nom, mais celui qui a battu cette année le record sur la Long Trail. Il était parti pour le faire sans support, mais il est arrivé à un segment qu'il manquait d'eau. Puis il y a des randonneurs qui ont donné de l'eau. Puis il a dit, là, il a été supporté, là, mais il a quand même réussi à battre le record. Mais tu sais, c'est juste une question d'honnêteté, là, selon moi. Là, ça... Rendu là, c'est pas comme si c'était un sport lucratif où un FKT te donne des milliers de dollars de commandites. On est dans un sport où on le fait que pour le plaisir d'être dans le bois, puis c'est pas un sport comme les sports professionnels. Exact. Mais il y en a de plus en plus, puis c'est ça, il y a quand même un petit avertissement là, sur le site des FKT là, que il y a certaines trails aux États-Unis puis ailleurs il y a des athlètes de haut niveau qui ont des sponsorships là, qui fait que vous êtes obligé de double vérification, puis ça commence à être un petit peu plus serré pour ces parcours-là, disons. Je suppose que pour les parcours très connus, comme on parlait tantôt de l'Appalachian Trail ou le Pacific Crest Trail, c'est des parcours que plusieurs personnes les tentent, puis ça part de partout dans le monde. Un peu comme en Europe, les GR, là, comme ce que Mathieu Blanchard a fait au Québec. Je pense que c'est le premier parcours GR en Amérique, mais sinon, en Europe, cet été, il y a eu plein de tentatives. Je voyais Xavier Thévenard, puis François Den, puis tous les grands coureurs européens ont tous eu des courses annulées, fait qu'ils se sont mis à se tourner vers ces sentiers-là, puis ces FKT-là, d'aller chercher quasiment le record de Kilian partout, parce que ça, c'est un autre sujet, mais c'est ça. Je pense qu'en Europe, c'est quelque chose qui est aussi très populaire. Puis, des gens comme toi, des coureurs qui se lancent dans des défis comme ça au Québec, ça permet de faire connaître cette autre façon-là de faire de la course d'ultra, parce que j'ai l'impression à t'écouter puis à voir la préparation que ces courses-là amènent, c'est un sport un peu différent. C'est le même sport qui est de courir... mettre un pied devant l'autre puis pendant des longues distances, mais c'est une préparation qui est différente, puis l'aspect orientation change la donne aussi, puis c'est le fun de voir qu'il y a ce penchant-là aussi. Tu as les courses organisées, mais tu as les FKT, ou du moins les courses en autonomie. Après ça, si tu tentes un FKT ou pas, c'est pas important. Je pense que n'importe qui veut faire une longue journée dans les bois peut aller consulter le site FKT pour s'inspirer puis se rendre compte, hey, en arrière de chez nous, il y a un sentier qui passe, puis je pourrais aller le faire. Après ça, si tu tentes de battre le record ou pas, on s'en fout, mais c'est le fun, ça donne de la visibilité. Ton sentier des Monts Sutton, à traverser des Monts Sutton, c'est un 38 km avec 2600 mètres de dénivelé. Fait que c'est un solide entraînement pour quelqu'un qui aspire à des longs ultras. Fait que, allez visiter le site FKT puis trouver des beaux parcours. Hein. Oui. Puis il y a l'aspect... il y a d'autres connaissances. Tu parlais d'orientation, comme on en a jasé, mais il y a la purification de l'eau. Il y a l'entraînement qui est un petit peu différent parce que c'est ça, je n'avais pas pesé encore. Là, je me suis amusé hier parce que j'avais pas pesé mon sac, là, mais grosso modo, pour partir une journée en automne, c'est 5 kilos là, sans l'eau. Quand même.
C'est ça, puis ça paraît en fait sur, tu sais, quand on court, là, l'absorption du corps, là, c'est vraiment plus musculaire là, de courir avec un 5 kg sur le dos versus juste le petit kit de sécurité qu'on a dans les courses. Là, fait que l'entraînement aussi est différent, donc la préparation. Si vous trouvez que vous avez beaucoup de stock avec l'équipement obligatoire dans des courses comme Arikana ou d'autres, là, c'est un autre game complètement, tu sais. Ouais. Parlons un peu de l'aspect logistique de la chose, que je trouve ça intéressant. Je le disais tantôt, c'est le fun de se préparer pour un ultra, de prévoir ses drop bags et s'imaginer un peu notre progression de course, puis se faire une stratégie en se disant, j'en parlais avec Lauriane dans l'épisode sur les espadrilles, de prévoir selon le type de sol, OK, je vais pouvoir switcher d'espadrille à cet endroit-là, mais là, c'est complètement différent comme préparation. Il n'y a pas de ravito, il n'y a pas de support. Parle-moi un peu de ta préparation pour des trails. Tu as fait du 38, du 51, du 48 km. Fait que c'est des courts ultras, disons-le comme ça, mais en autonomie, c'est une autre game complètement. Fait que parle-moi un peu de la préparation et de l'équipement que ça nécessite. Bon, je suis un peu freak des fois sur certains trucs, là. Disons ça comme ça, mais cet hiver, je m'étais tout monté des dossiers Excel, là, des fichiers Excel, un sur l'alimentation, donc, exemple, les collations, ça va être ça, mon premier dîner, le deuxième dîner, etc. J'en avais un sur le matériel à apporter, puis un autre sur le parcours en tant que tel. Fait que chaque kilomètre des parcours était étudié parce que, OK, je pars de là, j'arrive là, mais au travers de ça, c'est est-ce que les sources d'eau sont suffisantes? Combien de kilomètres entre deux ruisseaux va-t-il y avoir? Est-ce que la fiabilité de ce ruisseau-là, est-ce que je fais juste la filtrer ou je mets aussi du chlore dans mon eau pour être sûr? Donc, c'est tous ces aspects-là qui sont à prendre en considération. Ça, c'est, disons, pour les fichiers. Pour le matériel en tant que tel, on a parlé du InReach tout à l'heure. Moi, c'est sûr que je préparais des plus longues sorties que ça en théorie, mais qu'il y a eu plein de choses qui ont fait que j'en ai fait des plus courts. Mais si on fait des plus longues sorties, à un moment donné, c'est qu'il faut aussi charger la montre, recharger la frontale si on passe plus qu'une nuit. Donc, un bloc pile de recharge peut être utile. Moi, j'ai déjà eu une altercation, si on peut dire ça, comme ça, quand je faisais de la randonnée dans les Adirondacks avec un ours noir. C'est sûr, maintenant, je pars avec ma cloche à ours puis un mini bear spray là, au cas. Là. Sinon, c'est un sac avec un peu plus de volume, là, comme maintenant, j'ai un fast pack qui est 25 litres de capacité. Il y en a qui vont partir beaucoup plus légers que moi. Les gens, souvent, quand ils me voient dans des ultras ou dans mes entraînements avec mon sac à dos, ils partent à rire, là, tellement que je traîne de matériel. Puis, tu sais, tu avais une discussion, parenthèse, tu avais une discussion avec la DG d'Arikana là, qui disait c'est important d'amener le matériel de sécurité. Puis, moi, je suis un de ceux qui pousse pour ça. Là. Je pense que des fois, on se met dans des situations où l'hypothermie pourrait ne pas être très loin. Là. Mm-hmm. Donc, j'aime mieux d'entraîner un petit peu plus que pas assez. Fait que mon kit de base, c'est un sac bivouac ultra léger, là, le Helium de OR. J'ai une doudoune en synthétique qui peut me servir de un peu sleeping bag, si on veut, là, d'été. Là. Donc, bivouac, doudoune, tuque mitaine si c'est l'automne. Qu'est-ce que j'ai? Bon, toujours le imperméable, coup de vent, bof, etc. Sinon, c'est de la nourriture. C'est là que ça peut devenir intéressant aussi de s'inspirer, en fait, des randonneurs de longue randonnée qui font de l'ultralight. Moi, cette année, entre autres, dû à ma blonde qui fait pas mal de longues randonnées, j'ai découvert la réhydratation à froid. Okay. Donc, c'est de déshydrater, en fait, un repas, que ce soit du spaghetti, que ce soit de l'humus. Exemple de recette là, que j'ai tenté dernièrement, ben, c'est de déshydrater de l'humus. Donc, ça devient super léger à traîner. Puis, c'est certaines recettes, on n'a pas besoin de chauffer, donc pas besoin de traîner de réchaud, puis de bonbonnes, de gaz. C'est juste, tu mets l'humus, tu mets de l'eau, tu recouvres d'eau, tu continues à courir pendant 1 heure. 1 heure après, c'est réhydraté. Oh ouais. Donc, ben là, c'était hummus avec des Cheetos. Fait que des chips concassés dedans. Puis c'est vraiment... j'ai trop mangé là, de ma dernière fois. Je savais, je continuais, c'était tellement bon, je continuais, mais je savais que j'allais
hypothéquer un peu le reste de la course, mais c'est ça, c'est des belles découvertes au niveau de la réhydratation en froid. Là, il y a plein de recettes qui existent. C'est super facile à faire. Un déshydrateur, c'est pas nécessairement cher, puis ça allège le sac, là, parce que sinon, le poids, il monte assez rapidement. Là. Ah ouais, de déshydrater, ça a vraiment un impact à ce point-là sur le poids si tu combines tout ce que tu as amené? Oui. Ah ouais? Oui. Je suppose que toi, tu me sembles être très pragmatique dans ton approche de ça. C'est quoi la différence de poids, mettons, entre ton humus déshydraté puis si tu l'avais amené naturel? Ou J'ai pas calculé. C'est juste le jour et la nuit. Là. Je traînerais jamais humus qui n'est pas déshydraté. Là. C'est juste bien trop lourd là, versus déshydraté. Mais c'est surtout intéressant sur le long terme. Dans le sens, quelqu'un, moi, je veux partir au moins un 48, 72 heures en autonomie complète. Là, si tu n'as pas le choix là, d'aller vers... si tu veux consommer 300 calories à l'heure, le traîner live comme ça, sans être déshydraté, ça ne fonctionne pas. Là. Non, c'est clair. Chaque gramme a une différence. Comme tu disais tantôt, l'impact même musculaire de partir en fast pack ou en autonomie longue, c'est que tu as beaucoup de poids supplémentaire versus une course. Mais je suppose que justement, rendu là, chaque gramme compte. Puis il faut vraiment dans le choix de l'équipement aussi, je suppose. Ouais. Est-ce que tu cours avec des bâtons pour ces épreuves-là? Fait que nécessairement, chaque gramme que tu peux économiser quelque part, ça fait une différence sur le corps. Puis à la limite, tu peux entraîner plus puis pouvoir être plus longtemps en autonomie. Oui, principalement. Tu sais, toutes les montées puis les descentes, j'essaie d'utiliser, quand c'est pas trop technique, là, les bâtons. Ouais. Puis tantôt, tu parlais d'eau, de calculer d'une source à l'autre la distance puis la durée, justement, que tu vas devoir être en autonomie avec ton eau. Comment tu calcules ça? Tu sais, comment tu gères ton eau? Est-ce que tu pars au début avec une quantité X en backup ou tu t'appuies vraiment sur les sources que tu as vues sur le parcours? Non, je m'appuyais vraiment sur les sources sur le parcours, mais c'est ça, je calcule, admettons, je vois, OK, entre tel et tel kilomètre, là, il va y avoir, disons, 20 kilomètres qu'il n'y aura pas de source d'eau, donc j'ai une gourde vide dans mon sac, puis rendu à cette source-là, j'ai vraiment, sur ma carte, là, je me suis mis une note, là, il faut que tu remplisses ton eau. Sinon, ça ne marchera plus. Non, c'est clair. Puis quand tu parlais de purificateur d'eau et le chlore, comment tu gères ça? Comment tu as acquis des connaissances là-dedans pour être sûr? Parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est très touché dans des longues courses en autonomie, c'est que tu veux pas te tromper puis finalement devoir arrêter parce que tu es en train de te déshydrater pour d'autres raisons, parce que l'eau que tu as consommée n'était pas bonne, puis là, tu es toujours arrêté dans le bois. Comment tu as acquis ces connaissances-là? Puis c'est quoi tes conseils de ce côté-là, côté purificateur d'eau? C'est ça, parce que je suis content qu'on en parle, parce que là, même Salomon est sorti cette année avec les embouts, là, c'est des très bons filtres. C'est juste que j'ai fait de la longue randonnée, puis dans mes études, au départ, j'ai travaillé dans des magasins de plein air pour m'accorder tout ça. Fait que je devais avoir ces connaissances-là pour conseiller les gens. Là, mais s'il y en a qui veulent lire davantage là-dessus, MEC a encore dans leur info-conseil vraiment des trucs assez détaillés sur ça. Mais grosso modo, tu sais, ce qui peut être problématique, il y a les deux grandes familles, bactéries et virus. Un filtre, ça va filtrer les bactéries, mais pas les virus, parce que les virus, c'est trop petit, ça va passer dans les filtres. Donc, il faut quand même essayer de voir les sources d'eau dans lesquelles on va prendre notre eau. Si ça vient juste du ruissellement des montagnes et qu'il n'y a pas d'activité humaine, ni humaine de chalet ou de villégiature, ni de pâturage là où il y a des bovins, etc., ou des animaux, on est correct habituellement. Mais si une activité humaine ou de culture, là, il faut commencer à penser à y aller avec du dioxyde de chlore, comme la pristine, parce qu'il pourrait y avoir des virus. OK. Donc, grosso modo, dans les sentiers qu'on connaît au Québec, effectivement, en général, c'est juste le filtre, mais vaut mieux avoir la connaissance puis se poser la question que d'être malade. Fait que je pense que tu le prépares aussi quand tu fais ta cartographie de ton projet. Tu vois tel ruisseau, je vais pouvoir remplir mon eau à cet endroit-là, mais tu fais les analyses pour être sûr que est-ce que j'y vais avec la prévention seulement la bactérie ou bactéries et virus, puis je vais avec le chlore. Ouais. Puis il faut faire attention. Un filtre, la majorité des filtres maintenant, même si on les échappe de pas trop haut, c'est pas grave, mais les filtres plus en céramique, il faut faire attention. Mais
à l'automne, comme ça, ou au printemps tôt, si ça vient près du point de congélation, un filtre qui a eu de l'eau à l'intérieur et qui gèle, il est plus efficace. OK. Ah ouais, il marche plus du tout, là. C'est ça. Fait que ça aussi, il faut connaître ce petit détail-là, disons. Je partais de cette conversation en me disant c'est deux games différentes, la course en sentier dans des courses organisées, puis là, en fast-packing ou en autonomie. Mais là, tout l'aspect eau et analyse me prouve que c'est encore plus, il y a encore plus une distance dans la façon de se préparer, puis que à la limite, l'élément qui rassemble ces deux sports-là, c'est la course puis d'être dans le bois. Mais il y a un aspect de préparation qui est très important puis qui est super intéressant. Je suppose que ça doit être trippant aussi de faire ces analyses-là. Tu sais, si tu le fais puis si tu dis que tu veux pousser dans encore plus, c'est que tu retrouves beaucoup de plaisir à préparer. Autant des fois, comme on dit, voyager, la préparation est aussi le fun que de le faire parce qu'on regarde à quel endroit on va aller. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le même principe de tu as l'aventure, tu as la course elle-même que tu vas faire, mais tu as aussi la préparation, puis il faut que tu retrouves du plaisir là-dedans. Oui. Puis c'est un motivateur, là, l'hiver. Tu sais, les soirs d'hiver où je m'entraîne pas, ben je suis dans les cartes, je suis dans la préparation, puis c'est ça qui me stimule à pousser plus mes intervalles la fois d'après parce que je suis là-dedans, puis on en rêve, là, finalement, tout l'hiver. Ah oui, c'est cool. Fait que là, tu disais que cette année, tu avais prévu des plus longues expéditions, mais là, finalement, avec la COVID et tout, tu es allé sur j'ai essayé de dire des plus courtes parce qu'on parle de des longues sorties de 50 km. C'est comme parler de cours ultra, c'est quasiment insultant, mais ça ne l'est pas parce que c'est des courses de 50 km. Mais là, pour 2021, pour le futur, qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que tu peux dévoiler ce que tu as déjà de prévu? Ben, j'aime mieux pas en parler spécifiquement, là, mais c'est sûr, tu sais, comme je le disais tantôt, moi, j'ai envie d'aller au-delà du 160. Je regardais le 200 000. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs de plusieurs centaines de kilomètres là, que je me suis déjà prévu, que j'ai pas fait cette année parce que, bon, c'est un peu touché avec la pandémie quand même, là. Tu sais, j'ai 2 jeunes enfants qui ramènent des rhumes, garderie, école, service de garde, etc. D'un autre côté, moi, je vois des patients à chaque jour. On sait que courir un ultra, je me souviens plus du pourcentage, là, mais ça avait été quand même montré scientifiquement que il y a beaucoup de monde qui vont avoir une infection des voies respiratoires supérieures après un ultra. T'sais. Ça l'affaiblit notre système immunitaire. Fait que je me voyais mal aller faire des grandes sorties comme ça, mettre mon système immunitaire à terre, puis risquer d'avoir... Si je peux pas aller travailler quand je tousse, là, c'est ça. Mes clients n'auront pas beaucoup. Là. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai pas fait ça cette année. Puis, on ne sait pas ce que 2021 nous réserve quand même. Là. J'espère que les courses officielles vont pouvoir avoir lieu. Puis j'espère faire la 241 au Gaspésia 100. Sinon, c'est ça, je vais... En fait, c'est ça, je garde ça assez secret jusqu'à temps que je l'ai fait. Là. Je comprends, c'est logique. Ouais. Non, puis je pense qu'il y avait ça aussi cette année j'entendais des gens dire là, on peut courir comme on veut, mais on se fait pointer du doigt. Puis je pense que c'est Jeff Cochon qui disait qu'il a arrêté de mettre ses affaires sur Strava parce qu'il se faisait pointer du doigt. Il est allé à tel endroit en pleine pandémie, blablabla. Puis je le comprends. Tu sais, moi aussi, j'ai une chance, j'avais la course dans les pires moments du confinement. Puis en ce moment, on est en zone rouge, c'est plus difficile. Le fait de courir, ça permet de s'échapper un peu de ça. Puis pendant quelques minutes, quelques heures, sortir de cette réalité-là. Mais je comprends quand les gens, l'année passée, en mars, en avril, en mai, disaient qu'il faut faire attention quand même parce qu'il y a l'aspect que oui, aller courir dans le bois seul, c'est pas dangereux pour la propagation de la COVID. Mais si tu te blesses, tu t'en vas embourber le système de santé. Si on a tous des jobs, il y en a comme toi qui tu rencontres des patients. Fait qu'il y a cet aspect-là qu'il faut garder en tête. Fait que on a comme une responsabilité, puis les règles sont un peu flexibles, mais je comprends que une fois que cette pandémie-là va être derrière toi, tu as des projets de long parcours en autonomie. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est intéressant d'amener le point de la sécurité parce que il y en a de plus en plus là, qui vont faire des courses en autonomie, probablement au Québec. Là, puis, il y a une assurance qui s'appelle Air Médic. Oui. Je pense qu'il faut y réfléchir puis le prévoir parce que, exemple, quand je suis allé faire le parcours dans la traversée de la vallée Bras-du-Nord, j'ai croisé
peut-être 4 personnes en tout, là. Ouais. Il faut vraiment penser à les possibilités d'évacuation, de sauvetage si jamais il arrive quelque chose. Puis, je me souviens pas c'est quoi les frais là, pour être membre d'Air Médic, mais il y en a même juste pour des périodes de 4 jours, par exemple. Mais c'est rien là, versus être pris pour essayer de sortir puis pas avoir de backup finalement. Ben, c'est ça. Puis t'en parlais tantôt, on vit des creux dans des ultras où c'est organisé. Puis aussi, ça va vraiment, vraiment mal. Tu peux marcher d'un ravito à un autre. Tu sais, si tu es à mi-chemin entre le ravito que tu viens de passer puis le prochain, c'est quoi les pires courses? Moi, j'ai déjà vu du 18-19 km entre deux ravitaux. Ben mal pris, tu files pas, tu arrêtes de courir, tu marches jusqu'au prochain ravito. Tu es maximum à 8 km de marche d'un ravito. Donc, un endroit où tu peux justement te faire évacuer. Là, dans le cas où on parle de longues sorties en autonomie, mais il n'y a pas cet aspect-là. Fait que je sens que c'est un point très important. Puis c'est un conseil c'est quoi les conseils autres que ça? Mais côté équipement, qu'est-ce que tu recommandes aux gens, les essentiels pour s'assurer de faire ça en toute sécurité dans le contexte? Ben, tu sais, avoir une balise GPS, là, quelle qu'elle soit, pour envoyer un signal d'urgence, là, si jamais ça l'arrive. Puis c'est un moyen de corroborer aussi, de valider, en fait, les trajets que les gens peuvent faire. Mais c'est sûr d'avoir... Je pense qu'il faut comprendre, c'est que si c'est l'été, avec une couverture de survie de base, si on se trouve un endroit, exemple, en dessous d'un pin ou d'un sapin qui a des épines, on est correct. Mais, tu sais, printemps, automne, il faut vraiment comprendre que si on a juste une couverture de survie, on peut même pas se coucher sur le sol, là. On va geler, là. Ah, c'est ça. La fraîcheur et l'humidité du sol va vraiment diminuer la température rapidement. Fait qu'il faut prévoir, souvent dans des sacs de fast-pack, bien, le dos est un petit peu coussiné. Donc ça peut servir un peu pour s'isoler sur le sol. Sinon, c'est de se traîner un petit matelas, avoir un allume-feu, un briquet, pour pouvoir s'allumer un feu facilement si on n'est plus capable de se déplacer sur même des petites distances, si on a une fracture ou quoi que ce soit. Là. Puis moi, j'apporte toujours un repas de plus, finalement, des Un backup. Au cas. Là, mais je pense que c'est vraiment d'aller chercher les informations, que ce soit orientation, bien connaître comment s'orienter si on se perd, comment bien gérer la filtration de l'eau. Puis après ça, ben, c'est de se connaître et d'avoir fait des courses où on est allé jusqu'au bout, puis pour pas être surpris si on arrive avec des manteaux un peu bizarres tout seul dans la forêt. Tu ne veux pas faire une crise d'anxiété ou de panique en plein milieu des bois. Déjà, dans une course, ça peut arriver, puis il y a des histoires qui racontent ça de des gens qui ont eu des genres de malaise ou des petites paniques d'être seul dans le bois la nuit pendant une course. Mais comme je le disais tantôt, tu es à 45 minutes de marche d'un bord ou de l'autre ou 1 heure de marche d'un bord ou de l'autre d'un ravito. Là, ça peut pas arriver. Tu peux pas te permettre d'avoir cette petite crise de panique-là si tu prévois un hike ou une longue sortie de nuit ou en pleine nuit de se ramasser super loin de la civilisation puis là, de paniquer. Fait que je suppose qu'il faut connaître ses limites, il faut avoir de l'expérience là-dedans aussi avant de se lancer dans un parcours reculé. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Mais c'est ça, c'est une façon de se pousser aussi. Là. Un moment donné, il faut y aller. Puis, c'est ça, je pense que OK, ça a été une bonne année dans le sens que j'ai pas pu faire les parcours que je voulais faire, mais j'en ai appris quand même pas mal cette année, puis j'ai vu que c'est ça, j'ai des croûtes à manger de ce côté-là quand même au niveau autonomie, puis de pouvoir être en contrôle. Oui, puis j'ai l'impression à t'écouter que, un peu comme en ultra, tu pars pas de j'ai fait un marathon, je fais un 200 miles. Tu sais, il y a une progression qui se fait, puis à t'écouter, j'ai l'impression que ça prend ça aussi pour ce type d'aventure-là, de longues sorties en fast-packing ou en autonomie, que c'est pas parce que tu as complété un 100 miles dans un événement organisé que tu es prêt à te lancer dans une course en autonomie de 100 miles. Tu sais, il y a peut-être des apprentissages qui se font, puis je regarde les FKT que tu as fait cet été, tu en as fait 4, comme je l'ai dit tantôt, qui promènent entre 38 et 51 km. C'est des excellentes distances peut-être pour avoir une introduction à ce type de sortie-là puis d'aventure-là avant d'essayer un long FKT de 100 km, de 100 miles puis de se mettre dans la merde. Oui, je pense que oui. Oui. Puis l'expérience, c'est drôle. La traversée de la vallée de Bras-du-Nord,
ça m'a quand même pris 12 heures pour faire 51-52 kilomètres. Là. Ce qu'on vit dans un ultra, je l'ai vécu dans ce 50 km-là, parce que j'étais tout seul, parce que il y avait des arbres partout, puis c'est pas ce que je m'attendais, puis j'ai été surpris. Puis, ouais, c'est comme une expérience un peu parallèle aux ultras, mais quand on a envie d'un peu plus d'aventure ou d'autonomie, c'est parfait. Là. Je pense que ça peut ouvrir une porte d'aventure potentielle à plein de monde. Là. Ah, c'est certain, puis t'en parles avec passion, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis je suis certain que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs de moyenne et de longue distance qui écoutent le podcast, puis là, c'est comme de quoi qui se trouve en parallèle que je trouve super intéressant, puis ça fait déjà quasiment 1h15 qu'on en parle, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes, c'est super passionnant, puis je vais vouloir qu'on se reparle, tu sais, au terme, tu disais que cette année, pour 2021, tu as d'autres aventures à l'horaire, ou en tout cas de prévision, dépendamment de comment ça se passe avec la pandémie, mais je trouve ça super intéressant. Puis, s'il y a des gens que tu as piqué leur curiosité ou que tu as même transmis un peu ta passion pour ça, c'est quoi les incontournables à lire ou à consulter, autant en termes de site web qu'en termes d'ouvrages qui aident à préparer pour ce genre d'aventure-là? C'est quoi tes sources incontournables? J'en ai parlé à plusieurs reprises, là, soit Gaia GPS ou CalTopo, qui sont des applications pour l'orientation. C'est parce que c'était des connaissances que j'avais un peu d'avance, mais c'est sûr que sur YouTube, pour l'orientation, si on tape cartographie, c'est sûr que on trouve plein de cours en ligne potentiels, mais je conseillerais de pratiquer avant de partir, dans le sens il faut être sûr de ce qu'on fait. Puis pas juste, je conseillerais de pas juste partir avec le parcours dans sa montre, là, de vraiment s'y connaître un peu plus avec des cartes topographiques physiques, d'avoir des backups, de pas juste avoir la technologie, parce que si à un moment donné, la technologie flanche, il faut sortir du bois quand même. J'ai pas tant de... T'sais, c'est sûr que moi, j'ai lu des trucs, je pourrais parler de livres inspirants pour en rêver durant l'hiver, mais des sources d'informations, je t'avouerai que je suis un peu pris de court. Là. Je pourrais te revenir avec ça. Oui, ça pourrait être cool. Je pourrais même le partager sur les médias sociaux suite à l'épisode de Voici les bonnes lectures de Philippe, parce que autant je trouve que tu en parles avec passion, ça donne le goût. Là, j'ai le goût de partir, là, de fermer mon ordi puis de m'en aller essayer quelque chose, mais je pense que faut mettre une espèce de warning aux gens qui écoutent, de dire c'est super trippant comme aventure, mais il faut vraiment le préparer. Puis c'est pas parce que tu as de l'expérience en ultra que ça va te servir. Je pense que l'aspect physique va servir, de pouvoir faire des longues sorties en autonomie puis de courir longtemps. Ça, fine, t'as de l'expérience en ultra, c'est parfait. Après ça, tu sembles, avant d'avoir fait de l'ultra puis de la course en sentier long, tu sembles avoir un parcours de randonneur, de plein air et d'aventure qui t'a pratiqué pour ça. Puis c'est un peu la combinaison, je sens à t'écouter que tu as ton background puis ta découverte récente, ça fait 5 ou 6 ans que tu disais que tu courais plus des ultras, mais de mettre ça ensemble, c'est ce qui t'a peut-être préparé pour ce genre d'aventure-là. Puis je pense que c'est important de le rappeler qu'il faut l'aspect course, il faut l'aspect en forme, mais il faut l'aspect connaissance, puis pas se mettre dans la merde en buvant d'une source, pogner un virus, puis finir ça sur les rotules. Oui, puis c'est ça, c'est... Ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est que c'est la liberté totale. On décide de tout, mais c'est un niveau d'engagement supérieur, puis on est responsable de tout aussi. Fait que c'est comme ça que je verbaliserais. Là. Non, puis je trouve ça intéressant. Puis moi, cet été, c'est pas comparable, on s'entend, mais je me suis amusé à les faire parce qu'on a les différentes courses ont balisé leur parcours. Ouais. Des courses qu'on pouvait faire. Moi, il y a 3 ans, j'avais fait le QMT 25, mais là, tu peux aller faire le QMT 25 autour du Mont-Saint-Anne, qui est un mini UTMB parce que tu fais le tour du massif du Mont-Saint-Anne et non du Mont-Blanc. Mais c'est un beau 25 km. Puis tu te sens un peu en autonomie. Je suis allé le faire un soir de semaine. J'ai pas croisé une seule personne. Puis il y a un trip à faire ça. Puis on s'entend. C'est 25 km. Il est balisé. Mais tu pars en autonomie quand même. Tu n'as pas de ravito sur lequel t'appuyer. Fait qu'il faut que tu partes avec ton stock pour 2h30, 2h45 de course. C'est pas grand-chose, mais c'est trippant de partir puis de sentir quand tu es l'autre bord à mi-parcours. Mais tu es loin de toute civilisation. On s'entend, c'est au Mont-Saint-Anne, c'est à Beaupré, c'est pas trop dans la brousse. Mais je peux comprendre cette espèce de petit côté-là, à partir à l'aventure puis d'être seul au monde. Puis ça doit être un trip de fou sur des longs hikes. Puis je sens que
tu as des beaux projets pour les années à venir. Puis ça sera très intéressant de te recevoir à nouveau, de parler de ces trips-là après que tu les aies complétés. Ah, ça va me faire plaisir. Ouais. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça le fun de changer un peu de cap. Puis je l'avais dit dès l'épisode numéro 0 que je veux recevoir un peu de tous les styles de coureurs, autant des mid-packers que des élites. J'ai donné beaucoup en élite dans les derniers temps, puis c'est trippant de parler avec ces gens-là, mais c'est trippant de parler avec, je te considère comme un mid-packer, mais là, tu as un discours complètement différent quand on parle de course en autonomie, puis ça change la donne, puis c'est un autre sport, puis c'est vraiment fascinant de découvrir ça. On pense qu'on connaît un sport, qu'on connaît l'ultra, puis là, on découvre cette affaire-là, puis on fait « Oh shit! » Une nouvelle avenue vraiment intéressante. Oui, c'est ça, qui est là, c'est ça, puis qui coûte presque rien. T'sais, dans le sens que si on a fait le tour du circuit québécois, puis qu'on a envie d'autres choses, mais qu'on n'a pas la possibilité d'aller en Europe ou aux États-Unis, ben ça peut être un moyen de triper puis longtemps. Non, c'est ça. Puis je voyais, tu sais, j'ai quelques amis qui courent des ultras et tout ça, puis je voyais des gars faire des trips de fast packing. Puis je pense un peu, c'est une belle combinaison aussi, tu sais, autant quand tu dis comme tu as fait le tour des courses, mais aussi combiner ce genre d'aventure-là, parce que c'est le fun des courses, mais on n'en a pas 1000 au Québec. Puis il y en a qui aiment ça faire les mêmes courses, il y en a qui aiment ça varier. Ben si tu n'as pas envie de voyager pour courir, puis que tu veux rester au Québec, ben en parallèle de toutes ces courses organisées-là, tu as toutes ces aventures-là potentielles, puis autant faire des FKT ou faire des sentiers qui existent que de faire des trucs nouveaux, puis comme tu as fait cet été, de ajouter à ce site-là, puis de bonifier l'offre au Québec. Puis je le répète, ceux qui cherchent des longues sorties de fin de semaine, vous êtes tannés de faire les mêmes affaires, allez sur le site FKT, Fastest Known Time, il y a vraiment des trucs intéressants, puis des sentiers, des fois qu'on n'a pas l'impression qu'ils existent, puis tu te rends compte qu'en arrière de chez nous, il y a ça qui passe, puis c'est une opportunité le fun. Oui, vraiment. Bon, avant de terminer, j'ai toujours mes questions éclairs NAC. Puis j'en parle depuis l'épisode 1 des FKT parce que c'est 10 questions A ou B, super rapides. Puis il existe des FKT, donc là, ça peut pas être plus dans le sujet. Ça fait 1 heure qu'on parle de ça. Mon FKT masculin, c'est Elliott Cardin en 27 secondes. FKT féminin, c'est Marie-Ève Pelland en 25 secondes. Je vais sortir mon cellulaire. On va prendre ton temps pour ça. Fait que comme je te disais, question A ou B, c'est simple, sans prétention. Tu me dis quand tu es prêt? Let's go. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Scott Jurek ou Karl Melzer? Scott. Arikana ou Bromont Ultra? Arikana. Question NAC, bar avec grillon ou bar vegan? Vegan. Hiver ou été? Été. Courir en écoutant de la musique ou un balado? Balado. Sucré ou salé? Salé. Avoir chaud pendant une course ou avoir soif? Chaud. Course organisée ou course en autonomie? En autonomie. 32 secondes. Hey, c'était super intéressant. C'est le fun de voir tes réponses dans tout ça. Je me suis amusé à essayer de trouver des questions un peu plus axées course en autonomie. Puis j'aimais ça, la course. Avoir chaud, avoir soif. C'est deux choses pas le fun, mais... Mais avoir soif, c'est clairement pas. Avoir chaud, ça se tolère si tu as de l'eau. Avoir soif, c'est tannant. Oui, tout dépendant. La prochaine goutte d'eau est à combien de kilomètres? Ah, c'est ça, exactement. Quand c'est un ravito, au moins, tu le sais. Je suppose qu'il y a aussi des parcours que tu cibles, puis tu te fies aussi à de la cartographie. C'est des choses que tu n'as pas nécessairement vues ou expérimentées sur le terrain. Fait que tu espères que la carte est bonne. Puis je suppose que selon les saisons, des fois, on a eu un été très chaud, très humide cet été où il y a eu des longues périodes sans eau. Ben, tu te dis, là, le cric qui est supposé avoir au kilomètre 32, il va-tu être là? Il va-tu couler? Ben, David Bombardier est allé faire du fast-packing dans les Chic-Chocs. Et puis, c'est ce qu'il racontait. Là. Nous, on avait prévu se ravitailler en eau à telle place, mais tout était sec. Là. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment penser à ça en plein milieu de l'été. Là. Ça peut être tricky. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire arriver à un cours d'eau, puis bon, ben, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Fait que je suppose qu'il faut penser beaucoup en termes de plan A, B, C. Tu sais, ton plan A, c'est de le faire en temps de temps, c'est d'avoir telle distance entre 2 points, c'est de dire, ben, il va y avoir de l'eau dans tous les ruisseaux que je suis supposé croiser, mais après ça, tu as le plan B puis le plan C où ça se peut que ça n'arrive pas. Hein. La marge de manœuvre doit être plus ample, disons, que dans une course organisée. Ouais, c'est ça. Course organisée, c'est la température, c'est la nutrition. Des fois, ça rentre plus. Puis des fois, ben, dans ton cas, tu dis tantôt avec ton humus, c'est le contraire. Ça, c'est un beau problème de se dire hey, j'ai tellement faim que puis ça rentre puis c'est bon. C'est le rêve de tout coureur d'ultra d'avoir comme faim puis manger puis ça marche bien puis ça rentre.
Ouais. Faut le traîner après, faut le gérer après, là, c'est ça l'affaire. Là. Voilà. Ah ben merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment intéressant comme conversation. Merci à toi. Merci. Puis comme je disais tantôt, j'aimerais vraiment qu'on ait l'occasion de reparler à nouveau. Moi, j'ai le but de maintenir ce podcast-là longtemps. Puis je pense que tu as des belles aventures qui semblent s'en venir. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de découvrir aujourd'hui ce nouveau penchant-là de la course en sentier. Puis c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé tes histoires et une bière autour d'un micro. Yes, merci de ton invitation. Ça va me faire plaisir de revenir. Très cool. Fait que j'en remercie tout le monde qui nous écoute. J'en remercie tout le monde qui prend le temps de m'écrire suite aux épisodes. J'ai vraiment beaucoup de commentaires. Puis c'est ça qui est le fun là-dedans. Je parlais de la belle communauté de trail. J'en ai parlé à peu près avec tout le monde, tous mes invités. Puis on dirait que cet esprit de communauté-là, on ne l'a pas eu cette année avec l'absence de course, mais je le vis à ma manière bien personnelle avec tout le monde qui m'écrit puis qui me dit hey, « tu devrais recevoir un tel », puis « ah, c'était cool, telle discussion », puis les gens m'en parlent beaucoup, puis c'est vraiment trippant. C'est déjà mon 10e épisode qui s'en vient bientôt. Tu étais mon 9e invité, Philippe. Et pour le 10e épisode, je reçois Stephanie Simpson qui a remporté l'épreuve canadienne du Big Dogs Backyard Ultra en courant 288 km. C'était les fameuses courses backyard un peu folles de Lazarus Lake, l'inventeur de la Barkley, des Barkley Marathons. Puis cette année, pour l'édition, ils ont comme fait une édition où chaque pays tenait la course. Puis tantôt, on parlait de Karel Sabé, qui a le record du Pacific Crest Trail et du Appalachian Trail, qui a remporté en 500 plus kilomètres. Aux États-Unis, c'est Courtney Dauwalter, une coureuse extrêmement inspirante qui a remporté avec 480 quelques kilomètres. Et au Canada, ben, c'est aussi une femme qui l'a remporté, comme c'est souvent le cas dans ces épreuves d'extrême endurance. Puis je vais recevoir Stéphanie au 10e épisode. Donc voilà, c'était mes plugs de fin d'épisode. Merci Philippe, c'était vraiment cool. Merci à toi encore. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.